Bon, on va reprendre la session avec des cours que vous attendez tous depuis le début de la semaine, puisqu'on n'a pas encore parlé de l'infertilité masculine, des étiologies et du bilan. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir deux super biologistes. Le docteur Pocat, qui travaille chez nous au labo d'AMP, et puis le docteur De Bantel, qui est aussi biologiste, mais elle qui travaille au Mans. Alors, je ne sais pas comment vous êtes répartis. Toi, tu fais les étiologies et Astrid Tout à fait. plus le bilan, hein. Donc voilà, profitez-en pour leur poser des questions. Ils connaissent plein de choses. Merci, Khaled. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc j'ai juste pu entendre à la fin du topo précédent, ça parlait de dépression dans le couple, dans machin. J'espère qu'à la fin de la session biologique, vous ne serez pas vous en dépression. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à nous interrompre. Ça se veut pas être un cours magistral, voilà. Donc à tout moment, vous nous interrompez. Effectivement, Astrid est biologiste au Mans, dans le privé. Donc, on trouve que cette dualité au moment de vous présenter ce topo est toujours très intéressante quand on a les deux approches, public-privé, parce que voilà, il y a des façons de faire qui peuvent varier d'un centre à l'autre et d'une organisation à l'autre. Et donc, encore une fois, à tout moment, n'hésitez pas à nous solliciter, à poser des questions. Donc effectivement, là, on va commencer avec un topo, on va dire un petit peu antidépresseur, c'est-à-dire le cours catalogue. On va essayer de le rendre un peu funky sur les causes de l'infertilité masculine. Ensuite, on rentrera on ira plus loin avec l'exploration. Et puis, je ne sais pas s'il y a des cas cliniques ou si on a le temps effectivement, de faire quelques cas ou que vous nous présentiez des cas, voilà, qui vous tiennent à cœur. Alors, euh, quelques rappels de définition bon, que vous connaissez, j'imagine, par cœur, mais c'est toujours bien de replacer le contexte. Déjà, concernant l'infertilité, bon, vous savez qu'historiquement, c'était 2 ans. Ensuite, on était passé à 1 an et demi. Maintenant, on est à 1 an. Et puis, en fonction de l'âge de la patiente, surtout quand il est un petit peu avancé, on peut même être à moins d'1 an avant de déclencher toute la phase d'exploration d'infertilité au sein du couple. Vous voyez, à la fin de la définition de l'infertilité, c'est sans cibler l'ovulation, hein. Donc, dans la définition, il n'a jamais été question de cibler l'ovulation. Donc, là, on le voit encore beaucoup hein, dans la pratique au quotidien de couples en consultation qui vous disent que oui, ils ont des rapports, mais bien ciblés. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien avant le moment fatidique, l'ovulation, rien après. Or, on sait très bien que les cycles se suivent mais ne se ressemblent pas forcément et que c'est un moyen de passer à côté et donc de rater ce cycle en termes d'exposition à la grossesse. Donc c'est très simple, c'est limite entre guillemets alimentaire, c'est un rapport tous les 2 ou 3 jours sans se poser de questions. Alors l'infertilité, vous voyez, ça ne fait que malheureusement que progresser, hein. Quand on regarde, si on doit reprendre les archives, en tout cas les premières publiées sur le sujet, ben on voit que ça ne fait qu'augmenter dans le temps. De plus en plus de couples sont concernés. Et vous verrez que cette infertilité croissante au sein d'un couple est bien sûr due aussi à une part masculine, soit exclusive, soit mixte, d'accord, avec une part féminine associée. Mais en tout état de cause, la part masculine, elle aussi, ne fait qu'augmenter, tout simplement parce que eh ben, la qualité du sperme chute. C'est indéniable. Donc, juste pour illustrer mon propos, vous voyez, j'ai repris là juste les normes de l'OMS depuis la toute première. Alors, 1980, celle-là, vous la mettez un petit peu de côté parce que, bon, la méthode à l'époque d'évaluation c'était un petit peu discutable. Mais quand vous voyez dans le temps, vous voyez que les normes, donc ce qui se veut être normal, en tout cas un sperme qui a des paramètres normaux, bah, sont plutôt vues à la baisse puisque rien que la concentration, vous voyez, on est passé entre 20 à 200 millions par millilitre à aujourd'hui plus de 15 millions par millilitre. Vous voyez, on a ça, on est content. Mais quand on regarde dans le temps, ben oui, ça a baissé. Et pareil pour la numération totale. La mobilité aussi. Avant, c'était normal quand ça bougeait bien au-delà de 60%. Aujourd'hui, c'est la fête quand on est à plus de 32%.
Alors on dira oui, mais ça a été fait sur un panel d'hommes fertiles, certes. Néanmoins, les paramètres chutent et les critères et les paramètres de normalité aussi. Donc là, on rentre un petit peu dans ce que je vous disais, un petit peu le catalogue, le déroulé de toutes les causes d'infertilité. Alors, en fonction des sources que vous consultez, il y a différentes approches. Euh, on peut partir d'un spermogramme et ensuite reprendre toutes les anomalies d'un spermogramme et pour chaque anomalie essayer de décliner et de ressortir toutes les causes. C'est une façon de faire. Il y a le catalogue classique en pré-testiculaire, cause testiculaire, cause post-testiculaire. Bon, on essaye, nous, essayer d'avoir une approche un petit peu plus pratique, en tout cas qui colle un peu aussi à notre pratique au quotidien. Et aujourd'hui, voilà, en gros, on va parler d'une infertilité masculine dont les causes peuvent être obstructives ou sécrétoires. C'est de la tuyauterie, c'est bouché quelque part. En tout cas, ça ne circule plus. Mais dans le testicule, ça fonctionne normalement, en gros. Ensuite, on a les causes non obstructives. Là, on est à la source. Il y a un problème à la source. Donc, les testicules, en tout cas, la spermatogénèse ne se fait pas correctement ou ne se fait plus. Et puis ensuite, on a les troubles de l'éjaculation. Alors après, bon, vous avez eu un petit aperçu, entre guillemets, psy, qui peut aussi déboucher sur des troubles de l'éjaculation, mais il y en a d'autres, plus organiques, qu'on verra tout à l'heure. Donc si on commence par les causes obstructives, bah, en gros, vous avez des causes congénitales et des causes acquises. Donc congénitales, on naît avec, on arrive comme ça. Et la cause la plus fréquente, c'est bien sûr l'absence des canaux déférents. Alors, soit il n'y en a qu'un seul qui est absent, donc on aura quand même des spermatozoïdes éjaculés, surtout si la spermatogénèse est normale. En revanche, effectivement, on peut avoir peut-être une numération qui est diminuée, un volume qui est diminué, mais en tout cas, on peut avoir suffisamment de spermatozoïdes pour envisager une conception naturelle. Donc il y a des hommes qui n'ont qu'un seul canal déférent et qui vont concevoir naturellement parce que tout le reste fonctionne. En revanche, quand les deux canaux sont absents, là, ça devient compliqué. C'est une azoospermie. Donc là, après, on verra dans la prise en charge de l'azoospermie ce qu'on doit faire. Ensuite, il peut y avoir un kyste. Alors le kyste dans son coin tout seul qui ne gêne pas, ça va. Un kyste qui devient compressif et qui comprime de manière totale les canaux éjaculateurs ou au niveau des vésicules séminales, là, plus rien ne passe. Donc on se retrouve dans le cas de ces bouchées. Et puis ensuite, vous avez les causes acquises. Bon, bah alors là, bon, j'en ai cité, mais sûrement qu'il y en a d'autres. Donc les causes post-infectieuses, certaines infections qui, après guérison, vont laisser des dégâts quand même, et un gros processus cicatriciel qui finira par aboutir à des obstructions. Post-chirurgical, ça arrive. Eh oui, parfois, on va dire que c'est iatrogène, mais ça peut arriver qu'il y ait une lésion déférentielle au moment de la chirurgie. Unilatéral le plus souvent, quand c'est bilatéral, c'est que c'est vraiment pas de chance. Alors, concernant l'absence des canaux déférents, ça c'était avant. Quand on voulait faire le diagnostic de l'absence, on suspectait l'absence d'un ou des deux canaux déférents, on faisait ça. Donc c'était pas très sympa pour le patient puisque il fallait par voie endoscopique, donc par voie naturelle, aller faire une vésiculo-déférentographie pour visualiser. C'est en gros, c'est l'hystéro de monsieur. Voilà. D'accord? Alors je sais que l'hystéro n'est pas un examen agréable, etc. J'imagine qu'à l'époque, ça ne devait pas être très agréable chez monsieur. Heureusement, les choses ont changé, elles ont évolué. Et donc, aujourd'hui, c'est bien sûr la clinique. Il faut examiner. C'est bien d'interroger, mais après, il faut y aller. On examine monsieur. Donc on examine, normalement on doit palper les déférents quand ils sont présents, on peut les palper et les remonter quasiment jusqu'à l'orifice inguinal. Bon après en intra-abdo ça commence à devenir compliqué pour continuer à le palper, mais au moins juste cette portion-là est accessible à l'examen clinique. Donc si déjà à ce niveau-là il y a un doute, à droite, à gauche, les deux, effectivement on va compléter par une imagerie, l'échographie. Bien sûr le spermogramme lui si c'est une absence bilatérale, bah, va retrouver sans aucune surprise une azoospermie. Mais surtout, ce qui va faire le diagnostic, c'est la génétique. D'accord? La souris. Donc,
La génétique, alors on reviendra un petit peu sur la génétique parce que vendredi matin, vous avez un topo sur la génétique de l'infertilité masculine qui devait être initialement être fait par ma collègue le docteur Lucille Ferreux qui ne pourra pas malheureusement, donc je viendrai le faire. Donc toute la partie génétique aujourd'hui, bon, sauf si on en discute comme ça, mais ce sera abordé vendredi matin. Euh, Quelques mots concernant l'absence des canaux déférents. Bah, c'est pas non plus une rareté et quelque chose d'exceptionnel, ça existe, ça touche quand même 1 à 2% des hommes infertiles. C'est quand même responsable jusqu'à 30% des azoospermies obstructives. Et quand on suspecte ça, quand on va faire l'imagerie, il ne faut pas oublier aussi le rein, les reins. D'accord? Il faut aller mettre un petit coup au niveau rénal pour voir s'il n'y a pas une absence rénale. Alors, du coup, on rentre dans un syndrome. Euh, Classiquement, on va parler, parce que la mutation, c'est la mutation, la même mutation à l'état hétérozygote qui est responsable de la mucoviscidose. Sauf que là, à l'état hétérozygote, on va parler de mucoviscidose génitale. Donc il n'y a pas toute la symptomatologie de la pathologie pulmonaire et pancréatique, uniquement génitale. Et en règle générale, dans plus de 90%, ce sont les deux canaux déférents qui sont absents. Donc en pratique, encore une fois, c'est une azoospermie. Vous avez bien sûr une hypovolémie, hein, le volume est très faible, il est inférieur à 1 millilitre. Donc ça aussi, ça doit vous interpeller. Au spermogramme, vous voyez un volume inférieur à 1 millilitre. Avant de sauter sur l'imagerie, la génétique, première question à poser au monsieur, comment s'est passé le recueil? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'éjaculat qui est partie à côté, par terre ou sur les chaussures ou ailleurs? D'accord? Parce qu'il y a aussi le problème technique. Si effectivement ça a été bien fait, que tout a été dans le pot, qu'il y a un délai d'abstinence qui a été respecté entre 2, alors maintenant c'est 2 et 7 jours, personnellement 7 jours, même 5 jours, je trouve ça trop long. En moyenne, on aime bien 3 ou 4 jours. Si avec toutes les conditions requises et respectées, vous avez un volume inférieur à 1 millilitre, clairement, là, il faut aller voir ce qui se passe. On peut faire une biochimie séminale. Alors, vous verrez, la biochimie séminale, on en fait de moins en moins, mais là, typiquement, il y a une indication. Et clairement, vous ne retrouverez que les sécrétions prostatiques. D'accord? Tout ce qui est séminal et vésicule séminale et puis même épididymère n'y seront pas. Donc vous aurez un pH acide, puisque que les sécrétions prostatiques. Alors, concernant les infertilités non obstructives, en d'autres termes, anomalie de la spermatogénèse. Donc là, vous verrez qu'il y en a un peu plus. Il y a une bonne part génétique, encore une fois, vendredi matin. Et donc là, on peut essayer de les catégoriser en causes endocriniennes, bon, bien sûr génétiques, acquises ou idiopathiques. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des tableaux, clairement, pour lesquels on n'a aucune anomalie, en tout cas à ce jour, diagnostiquée. Pour les causes endocriniennes, pareil, vous avez des causes congénitales, des causes acquises. Parmi les causes congénitales, on a ce qu'on appelle les hypogonadismes hypogonadotropes, bien sûr congénitaux, et vous avez là aussi deux sous-types. Vous avez les hypogonadismes normosmiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trouble au niveau de l'odorat, parce que le trouble où il y en a un, c'est le plus connu, c'est le syndrome de Kallmann. Donc vous avez les différentes mutations génétiques qui ont été mises en évidence pour les normosmiques, et puis pour le syndrome de Kallmann, où là vous avez effectivement un tableau d'hypogonadisme hypogonadotrope associé à une anosmie, hyposmie, mais souvent ils sont anosmiques. Alors, est-ce que vous connaissez la raison ou le lien qu'il y a entre cet hypogonadisme hypogonadotrope et l'anosmie? Quel est le rapport? Il y a un début de quelque chose, mais j'ai pas. Non? Le? Ouais, exactement. Donc, au cours de l'embryo, hein, les bulbes, les futurs neurones AGNRH sont au niveau du bulbe olfactif et puis ils vont migrer vers l'hypophyse via des espèces de trajets nerveux, sauf que dans le cadre de ces anomalies, ces trajets n'existent pas.
Donc ils restent tous au niveau du bulbe olfactif et donc ça va effectivement atteindre la fonction euh, de l'odorat. Donc il y a eu, historiquement, il y avait une première mutation qui avait été mise en évidence, c'est la mutation CAL1, la toute première. Et puis, quelques années après, il y en a une autre qui est apparue, c'est la CAL2. Sauf qu'ensuite, bien sûr, les choses avancent. La CAL2 a disparu et aujourd'hui, vous avez toute une série, et je pense qu'il y en aura d'autres qui seront découvertes au fil du temps, qui sont liées à ce syndrome de Kalman. En pratique, ça touche un homme sur 8000, donc là pareil, c'est pas non plus quelque chose de rarissime, ça arrive. On a un tableau d'hypogonadisme hypogonadotrope, donc clairement, hein, c'est un adulte mais qui n'a pas fait sa puberté. Et clairement, là, il y a des options thérapeutiques qui peuvent être proposées et qui peuvent donner de bons résultats. Après, vous avez les hypopituitarismes congénitaux liés à une interruption ou l'absence de la tige ou autre. Bon, ça c'est un petit peu plus anecdotique. Les causes acquises, bon bah là, voilà, c'est typiquement un déroulé de toutes les situations où vous pouvez avoir une atteinte hypophysaire avec effectivement un impact sur la fonction endocrinienne. Donc les tumeurs bénignes, malignes, toutes les pathologies infiltratives, les causes iatrogènes bien sûr, clairement. Et puis il y a des causes fonctionnelles. Et pareil, ne pas oublier de poser la question, notamment quand vous voyez arriver à votre consultation un couple où monsieur a l'air sportif, a l'air très sportif, gros sportif, il en fait tous les jours, très souvent, etc. Il ne faut pas oublier de lui poser la question s'il ne touche pas ou s'il ne fait pas des cures de testostérone ou autres stéroïdes, parce que ça c'est un grand classique. Parce que là, ça peut clairement diminuer, voire bloquer complètement la spermatogénèse. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non? Les causes génétiques, je passe, parce qu'on verra ça vendredi. On va plutôt laisser la place à l'échange, parce que je pense qu'on a peut-être pas mal de choses à se dire. Les causes acquises, bon, le classique, d'accord? Donc, euh, ça, normalement, là, ce que vous voyez sur cette photo, idéalement, ça ne doit plus se voir. Donc, je ne sais pas à quel âge doit avoir cette personne. A priori, donc, il est déjà lancé dans sa puberté, hein, au moins, voire plus. Euh, mais bon, à l'interrogatoire, vous pouvez retrouver des antécédents de cryptorchidie unis, bilatérales, qui ont été descendus dans la majorité des cas chirurgicalement dans l'enfance. Et puis parfois, il y en a qui passent au travers des mailles du filet. Moi, j'en ai eu un patient, 45 ans, rien dans les bourses, rien. Donc, imagerie, échographie, rien à l'échographie. Il ne voyait rien, le radiologue. Donc, au scanner. Et scanner, il a trouvé effectivement, alors rien d'un côté, et puis de l'autre, une espèce de reliquat, un tissu qui devait être effectivement un testicule qui est remanié, machin, etc. Et j'avais posé la question à ce patient, mais monsieur, vous saviez qu'il se passait quelque chose de... Oui, bon, on m'avait dit que peut-être, il y avait... Bon, voilà, mais 45 ans quand même, c'est chaud. Et donc, il vient à 45 ans parce qu'il veut avoir un enfant. Si mais monsieur là, je crois que les carottes sont cuites, hein. Donc déjà, on va commencer par les enlever parce que vous savez que les testicules en position intra-abdominale risquent de... Alors lui, il a eu beaucoup de chance parce qu'à 45 ans, il n'a rien eu. On se dit que passé la quarantaine, le risque diminue. Néanmoins, il n'est pas nul. Donc d'un côté, on voyait rien, de l'autre, une espèce de reliquat qui ressemblait à rien. Trouver des spermatozoïdes à l'intérieur, ça s'annonçait compliqué. Non, 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 je veux. Vous avez une biopsie testiculaire. Je dis, non, monsieur, déjà, on va. Quelle biopsie? On va enlever. Il faut enlever. Donc, ça y est, la Terre s'arrêtait de tourner pour lui. Comment ça, c'est pas possible? Et oui, vous avez traîné 45 ans. Donc là, maintenant, bon, bref. Il a insisté.
Ça virait au harcèlement, hein. Il venait régulièrement me voir. Alors, vous avez eu le chirurgien, donc on va pouvoir descendre et le remettre dans le testicule. Je dis non, monsieur, on va l'enlever. C'est fini le projet de le remettre dans les testicules. Bon. Prothèse? Ah non, mais lui, il n'était pas dans ce débat-là, lui. Oh là là, prothèse. Non, non, non. Lui, ça faisait 45 ans qu'il n'avait rien dans les bourses, donc la prothèse, c'était pas vital pour lui, hein. Non, lui, il voulait des spermatozoïdes pour avoir un enfant. Et donc, on lui a dit, bon, monsieur, non, là, clairement, c'est compliqué de le redescendre. Déjà, je n'ai même pas sûr de pouvoir le descendre. Et quand bien même on le descendrait, c'est pendant toutes ces années en position intra-abdominale. Je sais pas comment. Bon, on va pas prendre le risque de réussir à le descendre pour le laisser dans les bourses, pour qu'il évolue ensuite par la suite. Bon. Donc, on va l'enlever. Donc, il a fallu qu'il encaisse. Il lui a fallu plusieurs semaines, hein. Plusieurs fois, il revenait. Vous êtes sûr? On va l'enlever. Oui, on va l'enlever. Et un jour, il vient et fait, OK, on enlève tout. Mais vous l'enlevez et vous faites la biopsie dehors. D'accord? Vous l'épluchez, vous le décortiquez, vous faites ce que vous voulez et vous me trouvez des spermatozoïdes et on congèle et après, voilà. Je dis, bah écoutez, oui, on va essayer, hein. On va essayer. Il n'y a aucune garantie, hein, parce que là, franchement, 45 ans au chaud comme ça, eh ben, figurez-vous qu'on en a trouvé des spermatos, qu'on a congelés et après, on n'a plus eu de nouvelles. Voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours là. Si un jour il vient, c'est bon. Bon après c'est un contexte particulier. Sa femme n'était pas là, donc il faut ramener. Bon, faut les papiers. Vous voyez, c'est d'autres problématiques avant de d'arriver à l'ICSI, hein. Bon, mais en tout cas, on en a trouvé. Incroyable. Non, mais tout ça pour dire que ça peut exister, hein. Donc voilà. Donc bon, on pose la question, bien sûr, et ça peut aller de l'oligo modéré à sévère jusqu'à la zoo, hein. Surtout quand ça touche les deux testicules. Parenthèse un peu rigolote, mais c'est la nouvelle mode en ce moment d'avoir, je sais pas si vous avez vu, des anneaux testiculaires ou des slips chauffants, machin. Mais c'est le même principe. Ça détruit en chauffant, en fait, comment dire, soit ça chauffe le testicule physiquement, soit mécaniquement parce que c'est proche du corps, hein. Et on voit, ça marche super bien, entre guillemets. C'est pas une valeur sûre, mais on voit très bien les hommes en 3 mois, ils ont quasiment plus rien. Alors, c'est pas la valeur sûre, évidemment, mais c'était juste pour vous montrer que, voilà, la chaleur corporelle, elle est vraiment destructrice. Ouais, c'est clair. Alors, varicocèle, ça aussi. Alors, varicocèle, pareil, hein. Faut examiner, hein. Sauf quand il y a une grade 3. Là, il n'y a même pas besoin de mettre les mains, on la voit. D'accord? Donc, on voit le cordon variqueux. Là, vous le voyez, hein. Alors, on voit le paquet, là, ici, le paquet variqueux. Il n'y a même pas besoin de toucher. Vous avez 3 grades, hein. Donc, le premier grade, vous la décelez qu'après manœuvre de Valsalva. Le grade 2, elle n'est pas visible, mais vous l'avez à l'examen clinique sans Valsalva. Et puis le 3, bah voilà, il n'y a pas besoin d'y aller. Le plus souvent, c'est à gauche. C'est très fréquent. Si on devait faire une échographie à tous les messieurs ici présents, y compris moi, dans plus de 60 à 70% des cas, quasiment, on va retrouver un petit quelque chose, hein. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes infertiles, en tout cas pour ceux qui ont pu vérifier, tester leur fertilité, que ça impacte quoi que ce soit. D'ailleurs, pareil, la prise en charge de la varicocèle a évolué dans le temps. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce qu'avant, c'était un petit peu, ça pouvait être rock'n'roll, surtout dans les suites. Pourquoi? Parce qu'avant, varicocèle, oh là là, on y va, on embolise ou on fait la cure chirurgicale parce que forcément, c'est pas bien. Encore une fois, si on devait faire une échographie, on en aurait tous plus ou moins une petite et tout se passe bien. Le problème, c'est que
quand on traite chirurgicalement une varicocèle, les suites de ce traitement va suivre grosso modo la règle des 3/3. Dans un tiers des cas, ça va effectivement améliorer les paramètres spermatiques. Dans un autre tiers, ça ne va rien changer. Et dans le dernier tiers, ça va les altérer. Donc, si c'est faire pire que mieux, aucun intérêt. Et clairement, les urologues en sont revenus depuis. Donc maintenant, clairement, on ne va pas sauter sur la première varicocèle retrouvée. On va opérer les varicocèles qui sont symptomatiques, voire douloureuses, celles qui sont vraiment importantes et qui sont gênantes, et surtout celles qui sont associées à une altération des paramètres spermatiques, plus ou moins de manière profonde. Oui, clairement, là, il y a une indication à y aller. Dans tous les cas, et ça c'est important, avant de traiter la varicocèle, il faut congeler du sperme. Parce qu'on ne sait pas encore une fois si ce patient ne sera pas dans le 3e tiers, où il verra ses paramètres chuter et être encore moins bons par rapport à avant. Donc dans tous les cas, il faut d'abord autoconserver, on traite, contrôle à 3-6 mois. Si amélioration des paramètres spermatiques, super, on est content, on peut détruire, il peut détruire ces paillettes, inutile de les garder. En revanche, il faut savoir aussi qu'il arrive parfois que passer une première phase d'amélioration des paramètres spermatiques, il va y avoir un plateau et dans certains cas, une décroissance. Les mécanismes ne sont pas clairement élucidés, mais chez certains patients, on peut avoir, a posteriori, après une phase de récupération des paramètres, une altération. Donc, il n'est pas rare, ne soyez pas étonnés si un jour vous êtes avec un patient qui vous dit, bah voilà, dans mes antécédents, j'ai eu une cure de varicocèle et j'ai auto-conservé du sperme après la cure de varicocèle, pendant la phase d'amélioration. Certains peuvent proposer effectivement de congeler du sperme quand le sperme récupère, parce qu'encore une fois, on ne sait pas si il n'y aura pas une chute secondaire plus tard. En tout cas, ce n'est pas choquant. La chaleur. Pardon, oui, la question qui a été posée, c'est par quel mécanisme la varicocèle peut-elle altérer les paramètres spermatiques? Par la chaleur, tout simplement parce que c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Donc c'est une veine incontinente. Le retour se fait mal, donc le sang s'accumule, elle se dilate, s'accumule encore plus, se dilate plus, et ainsi de suite. Donc ça devient un gros coussin à 37 degrés plaqué contre le testicule. D'accord? Donc c'est du 37 degrés sur le testicule, ça rejoint ce que disait Astrid sur la chaleur. Et donc au fil du temps, ça peut mener à une altération plus ou moins importante des paramètres spermatiques. Donc il y avait une autre question, oui. Alors, la, ouais, c'est pour lui donner le. Alors effectivement, donc le commentaire qui vient d'être fait est que dans le cadre d'une vous me reprenez hein, si j'ai dans le cadre d'une infertilité, lorsqu'on diagnostique une varicocèle, on va éventuellement proposer une autoconservation, mais chez des sujets jeunes en dehors de toute infertilité connue, et si on devait retrouver une varicocèle, il n'y aura pas forcément ce réflexe de demander une autoconservation. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que si on devait, encore une fois, autoconserver dès qu'on trouve une varicocèle, là, c'est plus des cuves d'azote qu'il faut, c'est des bâtiments pour stocker tout ça. Parce qu'on ne ferait que congeler du sperme pour tous les hommes chez qui, par hasard, on a découvert une varicocèle, alors que par ailleurs, il n'y a pas spécialement de cause d'infertilité. Ils sont peut-être pas encore dans le projet pour l'avoir vérifié, mais varicocèle, si par ailleurs les paramètres spermatiques sont normaux, si cliniquement il n'a pas mal ou ça ne gêne pas, on ne va pas y toucher. Éventuellement, on va lui proposer une surveillance du spermogramme, encore s'il est stressé, mais on verra plutôt au moment où il sera dans un projet d'enfant.
Et si effectivement, dans le cadre de ce projet, il y a une infertilité, ça veut dire qu'ils ont essayé pendant un an, en jouant le jeu, des rapports à la bonne fréquence pendant un an, il n'y a toujours rien. À ce moment-là, et que dans le cadre du bilan, et en plus de ça, on a une altération des paramètres spermatiques, avec une varicocèle qui, voilà, alors qu'on n'a rien trouvé d'autre, là, à ce moment-là, on peut effectivement discuter d'une embolisation ou d'une cure. Mais avant, avec bien sûr l'autoconservation. Mais avant, non. Parce que si vous vous lancez dans cette stratégie, vous allez passer vos journées à congeler du sperme. Le premier jeune qui arrive, regardez si j'ai quelque chose. Ah oui, il y a un petit quelque chose. Allez, je congèle du sperme. Là, c'est fini. Là, vous congelez quasiment pour presque tout le monde. Autre question? Voilà, donc chirurgie ou embolisation pour le traitement. Donc oui, clairement, plus on traite tôt, enfin jeune, et meilleurs seront les résultats et les améliorations du spermogramme seront plus notables, bien sûr, quand on est un adulte jeune. Au-delà, après 40 ans, bon, 40 ans c'est jeune aussi, hein. Ouais. Mais spermatiquement parlant, les améliorations sont peut-être un peu moins nettes. Clairement, le pronostic sera moins bon si à côté de ça, on a un FSH qui commence à augmenter. Donc là, ça veut dire qu'on a une atteinte qui commence à être une atteinte profonde de la spermatogénèse. Et on peut se dire que même si on traite la varicocèle, les choses se sont malheureusement installées en partie. Et donc, potentiellement derrière, on ne va pas vraiment avoir une amélioration de folie, voire pas du tout. Bon, après, bien sûr, il y a toutes les autres causes. Euh, oui, alors là, je vous avouerai que aucune. Alors la question est dans en fonction du grade de la varicocèle, quand est-ce qu'on fait une cure chirurgicale ou une embolisation? Ça, je vous avouerai que je ne sais pas du tout. Ça, il faudrait poser la question à un neurologue. Euh, mais je pense que bon, c'est. Oui, vous aurez un cours normalement par un neuro. C'est la deuxième semaine. Vous gardez votre question au chaud. Non, mais je vais essayer d'avoir la réponse pour vendredi matin. Je vais essayer de la voir avant, si je peux. Et je vous répondrai. Donc, les autres causes d'agression musculaire, bon, encore une fois, on retrouve la cause infectieuse. Hein, bon. La première cause, orchite, les oreillons. Enfin, le virus ourlien. Alors, oreillons quand on est petit, orchite quand on est jeune adulte ou adulte. Hein, plus on avance dans l'âge et plus le tropisme de ce virus change. Et à l'âge adulte, il préfère aller au niveau des testicules. Bien. Donc, grosse orchite. Généralement, ils s'en souviennent, hein, ils ont mal, ça fait très mal. Et malheureusement, dans les suites, il y a souvent des dégâts. On a déjà eu une destruction du parenchyme testiculaire. Il y a un testicule en moins, il a été détruit. Après, c'est aussi l'apanage d'autres infections bactériennes qui peuvent être sévères. Les altérations ischémiques, bien sûr. Alors, torsion du testicule, un grand classique. Donc, à partir du moment où c'est tordu, on lance le chrono. Top, c'est parti, 6 heures max pour tout remettre en place. Traumatisme testiculaire, bah ouais. Alors, en règle générale, les deux roues, hein, les motards, classique syndrome du réservoir. C'est connu, hein. Ils se prennent le réservoir, donc gros fracas au niveau du bassin, c'est grosse casse et généralement à ce niveau-là aussi, c'est malheureusement très compliqué. Mais il peut y avoir d'autres causes de traumatisme testiculaire, un mauvais coup, enfin bref, etc. Donc ça, c'est aussi à rechercher à l'interrogatoire. Une question qu'on pose tous les jours, à chaque fois. Monsieur, est-ce que vous avez déjà eu un souci au niveau testiculaire, un trauma testiculaire? Alors bien sûr, exit le coup de ballon ou le guidon. Ça, on l'a tous eu au moins une fois. Ça fait mal, mais bon, ça passe. Non, le gros traumatisme où il y a eu hématome, ça a nécessité une imagerie, enfin on a été consulté, etc. Donc là, effectivement, il faut aller rechercher. La piste, bien sûr, gonadotoxique.
bon, il y a des traitements, hein, bon, toutes les chimiothérapies, les radiothérapies et autres qui peuvent aboutir à une atteinte testiculaire définitive. L'auto-immunisation. Alors, l'auto-immunisation, c'est quoi? C'est présence d'anticorps anti-spermatozoïdes. Donc, normalement, il ne doit pas y en avoir. Donc ça, au spermogramme, vous le faites hein, par le MAR-test, qui est confirmé par les immunobis sur le test de sélection. Comment arrivent ces anticorps au niveau du sperme? Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, la barrière hématotesticulaire a été rompue. D'accord? Les spermatozoïdes sont considérés comme des étrangers par rapport à notre système immunitaire. D'accord? Ils sont inconnus. Donc il est certain qu'à un moment donné, si cette barrière est altérée ou rompue, donc il va y avoir une mise en contact donc, des cellules de l'immunité et des spermatozoïdes et synthèse d'anticorps anti-spermatozoïdes. Les causes, bien sûr, c'est toutes les causes traumatiques, encore une fois. Les causes infectieuses ou inflammatoires, parce que sans détruire cette barrière, mais du fait du processus inflammatoire, il va y avoir une porosité qui va apparaître, alors que normalement cette barrière est imperméable. Et donc, et puis dans certains cas, on ne trouve aucune cause, ni à l'interrogatoire, rien du tout, mais il y en a. Quand ces anticorps sont présents, bon après il faut essayer de les quantifier, mais bon, en pratique, quand on passera à la FIV, etc., ce sera la deuxième semaine, vous verrez qu'on se casse plus la tête avec ça, on va directement à l'ICSI. On se pose plus de questions, d'accord? Anticorps égale ICSI. Donc les infections, ça je passe, hein, les infections urogénitales, les germes en règle générale. Donc bien sûr, il faut toujours faire un bilan infectieux, tout à fait. Et puis, dans les suites d'une infection génitale qui a été traitée, etc., il n'est pas rare d'avoir des signes d'une inflammation chronique. Alors, en général, quand vous avez des signes d'une inflammation chronique, donc classiquement une leucospermie plus ou moins importante, éventuellement associée à d'autres marqueurs de l'inflammation, l'IL6, le 8-OHDG et ainsi de suite. Là, il faut penser à la prostate. Parce que chez l'homme, l'infection urinaire, en règle générale, elle est prostatique. Donc, soit il y a un antécédent de prostatite, là aussi il s'en souvient, il vous le dira, ça fait mal, prostatite aiguë, soit une prostatite chronique, qui peut passer complètement inaperçue sur le plan clinique. Néanmoins, la prostate, comme vous savez, c'est une espèce de, oui, de glande anfractueuse avec des localisations très profondes de ces germes, hein, avec des foyers très profonds qui sont difficilement délogeables. Donc, même les antibiothérapies souvent ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que généralement, une bonne prostatite, il ne faut pas traiter à moins de 3 semaines. Et même comme ça, 3 semaines d'antibio, il n'est pas dit que vous ayez tout nettoyé et qu'il n'y ait pas encore quelques foyers qui persistent. Qui dit quelques foyers persistants dit une inflammation locale qui est là et qui par moment peut voilà, relarguer des radicaux inflammatoires, oxydatifs, tous les radicaux libres de l'oxygène et bien sûr cette leucospermie qui est présente. Donc quand on est face à ce tableau, bien sûr le bilan infectieux et ainsi de suite, et puis l'imagerie, prostate. Bien sûr, sans oublier de prévenir monsieur de comment que ça va se faire, l'examen, parce que ça aussi, quand on oublie de leur expliquer qu'ils arrivent chez le radiologue et monsieur, allez monsieur, en chien de fusil, on y va, comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui réagissent très mal, hein, ils sont pas loin de s'énerver. Ah oui, donc il faut leur expliquer, etc. Donc il faut qu'ils soient préparés psychologiquement. Il y en a qui, malgré tout, malgré la préparation, ils continuent à vous regarder avec des gros yeux, ils disent non, tu vas pas me toucher, mais bon, c'est comme vous voulez. Donc la leucospermie, bon après la leucospermie, on peut en parler, et le syndrome inflammatoire génital, on peut en parler aussi, se définit par une présence de plus d'1 million de globules blancs dans le sperme. En règle générale, bien sûr, c'est majoritairement des polynucléaires neutrophiles, donc normalement ils ne doivent pas y être. Donc quand il y en a, et surtout beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe ou qui s'est passé.
Alors, on a essayé de travailler sur des marqueurs de l'inflammation un petit peu plus pertinents. Donc, il y a eu l'élastase. Bon, l'élastase, c'est pas non plus consensuel. D'autres ensuite sont orientés vers l'IL6. Pareil, bon, bref, c'est compliqué, hein, l'inflammation génitale masculine. Donc maintenant, c'est plus un faisceau d'arguments. Voilà, il y a une leucospermie avec une élastase, plus ou moins une IL6. On a des signes de fragmentation éventuellement de l'ADN spermatique. Ça aussi, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On pourra en discuter. Bref, et donc, couplé à une imagerie, peut-être une prostatite chronique en fonction du contexte. Est-ce qu'on ne peut pas proposer un traitement antibiotique? Mais là aussi, quel traitement antibiotique? Les gonadotoxiques, je passe, vous connaissez. Alors bien sûr, toujours le laïus tabac, hein. Monsieur fume, faut lui casser le moral. Là, il faut qu'il reparte cassé, clairement, par rapport au tabac, hein. Là, il faut qu'il ait peur. Bon, ça marche pas toujours. Mais le tabac, il faut lui expliquer que c'est une bombe, hein, pour le sperme, hein. Fragmentation de l'ADN, avec tout ce qui s'ensuit derrière. Alors quand en plus de ça, il vous ajoute le cannabis, parce que souvent c'est voilà, un petit peu de cocaïne festive de temps en temps, voilà, grosse soirée, etc. Bah là, on est bien là. Donc voilà, là, il faut bien insister sur le mode de vie et sur les éventuels toxiques qu'ils peuvent consommer. Après, il y a d'autres toxiques dits professionnels. Là, ça va être compliqué de dire bon, changer de boulot. Mais bon, c'est vrai que ceux qui travaillent dans la peinture, dans le bâtiment, peinture, les carrossiers, dans la pétrochimie ou autre, ils doivent porter des masques. Ils vous disent, je les porte une fois sur 20. Bon, là, il faut s'astreindre à les porter. Bon, c'est compliqué. La chaleur aussi. Je suis cuistot, je suis dans la cuisine, au niveau des fours, des feux. C'est compliqué de dire changer de boulot, mais bon, ça peut être une piste. Les routiers. Mais les routiers transfrontaliers, hein, ceux qui roulent assis pendant des heures. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la chaleur. Rester assis pendant des heures, ça peut monter à plus de 37 degrés entre les cuisses, hein, 37, 38 facile. Faites ça pendant plusieurs années, on a une chute des paramètres spermatiques. Les fans Pourquoi j'ai mis masseur? Masseur, ça n'a rien à voir. Hammam, oui, mais on peut aller au hammam sans se faire masser. Le problème, c'est le hammam, c'est pas le massage. Bon, ça, il faut que je le supprime. Ah, le masseur! Le mec qui est dans le hammam, qui masse. Ah, peut-être, ouais. Non, parce qu'il y a aussi les adeptes du hammam sauna. Ah, ils y vont très régulièrement. Vous savez quelle est la température, hein, dans un sauna ou dans un hammam, hein, on est à plus de 80 degrés, hein. Donc, bon, et on aime passer du temps là. Ah, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Voilà. La fragmentation de l'ADN spermatique, ça je pense qu'on va forcément en discuter parce que bon, on a souvent des questions sur quand rechercher la fragmentation. Une fois qu'on objective une fragmentation, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et si on doit faire quelque chose, comment? Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, par définition, vous savez ce que c'est que la fragmentation de l'ADN. Votre brin d'ADN linéaire qui est ultra compacté, pelotonné, qui tient dans la tête d'un spermatozoïde, eh bien ce brin linéaire, vous prenez une paire de ciseaux et vous commencez à couper. Et plus vous êtes exposé à la source de fragmentation, plus vous coupez. Plus je fume, plus je coupe. Et ainsi de suite pour la chaleur, certains produits toxiques, certains médicaments, et ainsi de suite. Vous avez un certain nombre de causes de fragmentation. Et derrière, on sait que pour les spermatozoïdes qui sont hautement fragmentés au niveau de leur ADN, oui, clairement, il va y avoir un retentissement in vivo déjà, et in vitro si on doit passer à la FIV. Généralement, ce sont des spermatozoïdes qui vont féconder l'ovocyte, ça, il n'y a pas de souci. Ça va donner un embryon. Les problèmes arrivent après, c'est-à-dire que ces embryons, soit ils n'évoluent pas, soit ils évoluent mais ils ne s'implantent pas, soit ils s'implantent mais il y a une fausse couche. Et d'ailleurs, cette corrélation entre fragmentation de l'ADN et fausse couche a été maintenant clairement établie, à tel point que
dans ce fameux bilan de fausse couche où on sort la grosse artillerie pour madame, et donc dans la majorité des cas, on ne retrouve rien, au bout de 2 à 3 antécédents de fausse couche, et ben maintenant on rajoute aussi la recherche d'une fragmentation de l'ADN spermatique. Mais là aussi, où est-ce qu'on l'a fait? Quels sont les seuils de normalité? C'est pas toujours facile. Et qu'est-ce qu'on fait derrière avec ça? On pourra en parler. Donc c'est ce que je vous disais, les conséquences de la fragmentation de l'ADN spermatique. La méthode d'analyse dite de référence, c'est la méthode tunnel. Mais malgré tout, à ce jour, il n'y a toujours pas de standardisation de la technique. Si la technique, elle est clairement admise, c'est le tunnel. Après, chacun peut faire du tunnel à sa façon. On n'utilise pas les mêmes réactifs, on n'utilise pas les mêmes marqueurs. Et donc forcément, on ne travaille pas forcément sur le même matériel. Donc forcément, les seuils de normalité derrière vont varier d'un labo à l'autre. Pour sortir ce fameux DFI, hein, l'index de fragmentation, qui va déclencher une prise en charge derrière ou pas, en fonction du contexte. Je vais finir par l'obésité, enfin en tout cas sur cette partie-là, parce que l'obésité, on sait que ça fait des dégâts, d'accord? Là aussi, hein, l'obésité, elle est croissante, hein. On en a de plus en plus. Et l'obésité, malheureusement, est source de dérèglement à plein de niveaux, au niveau de l'organisme, plein de niveaux, soit par des mécanismes directs, soit des mécanismes indirects, et là on passe par notamment toutes les modifications épigénétiques, et puis bien sûr, qui dit obésité dit comorbidité associée, qui elles aussi vont venir s'ajouter donc à tous ces paramètres et facteurs et ces environnements délétères pour la spermatogénèse. Donc en règle générale, souvent, moi la plupart des cas, tous les patients obèses que j'ai vus n'avaient pas des spermes de compète. Ça c'est clair. Donc vous voyez, tous les problèmes qui sont liés à l'obésité, il y en a pas mal, mais surtout il y a l'inflammation. Cette inflammation, elle est omniprésente à tous les niveaux. Cette inflammation, vous la trouvez du cerveau quasiment au membre inférieur ou un peu au-dessus. Vous voyez, donc à différents niveaux, ce processus inflammatoire peut avoir des effets délétères. Donc bien sûr, monsieur, va falloir se prendre en charge, va falloir maigrir. Donc là aussi, en fonction des cas, c'est plus ou moins facile à admettre, à accepter et ensuite à faire ce qu'il faut pour y remédier. Avant de finir par les causes idiopathiques, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors la question est, en cas d'arrêt du tabac, y a-t-il une amélioration de la fragmentation, en tout cas une baisse de la fragmentation? Et dans quel délai, j'imagine? Alors, si effectivement le tabac est, dans le cas que vous me citez, la cause de la fragmentation, par exemple, monsieur fume 2 paquets par jour, mais à part ça, il n'y a rien d'autre, il n'est pas exposé à d'autres toxiques, il n'est pas obèse, enfin bref, on a fait un interrogatoire complet, on n'a rien trouvé, il n'y a que le tabac, il y a 2 paquets par jour, et il y a une fragmentation, mais une fragmentation parlante, hein, parce que là on va en discuter, mais une fragmentation avec un DFI supérieur à 50 ou 60%. Là, on va se dire, oui, peut-être, très probablement, c'est le tabac qui est à cause de cette fragmentation. Donc, bien sûr, monsieur, arrêtez le tabac. En règle générale, leur dire de passer de 2 paquets à 0 cigarette, c'est compliqué. Il faut aussi être réaliste. Mais si vous passez de 2 à 1, c'est déjà un premier pas. Ensuite, de 1 à 1,5, et ainsi de suite. On y va. S'il y a un effet bénéfique sur la fragmentation, elle ne sera pas visible. Vous savez que c'est tous les 3 mois hein, qu'on a chaque cycle de spermatogénèse dure 74 jours. Donc, dans les fragmentations importantes, une amélioration notable sera visible, généralement pas avant 6 mois, 6 voire 9 mois, en fonction du degré d'atteinte et de l'importance du toxique qui est en lien avec cette fragmentation. Ce qui est important, c'est que si vous vous lancez dans ce suivi, il faut que la fragmentation, en
tout cas cette analyse soit faite toujours au même endroit. Il ne faut pas qu'il change de labo entre chaque, parce que là, on s'en sort plus. Toujours au même endroit. Et ensuite, effectivement, faire des contrôles tous les 3 mois, idéalement. Donc à partir du moment où il a diminué significativement sa consommation de tabac, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous dise de 40, je suis passé à 35. Non, 40, vous êtes passé à 20. Éventuellement, vous pouvez faire un premier contrôle à 3 mois, à partir du moment où il a arrêté. Et ensuite, ainsi de suite, tous les 3 mois, parallèlement à sa baisse de consommation de tabac. Vous avez... Est-ce qu'on sait à quel niveau agit le Covid? C'est sur la spermatogenèse aussi? Alors, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucun lien qui a été établi entre Covid et spermatogénèse. Déjà, on n'en a pas trouvé dans le liquide séminal. Donc, un effet qui serait pour le coup indirect, pareil, ça n'a pas du tout été retrouvé ni mis en évidence. Donc, à ce jour, Covid n'est pas source d'infertilité ou d'altération des paramètres spermatiques. Le seul mécanisme, c'est la fièvre. Ça, oui. C'est-à-dire que si Covid est responsable, là, moi je pensais, je pensais que vous parliez de l'effet direct du virus sur... non, le virus, il n'y a rien. Le virus n'a pas été retrouvé dans le liquide séminal et à ce jour, il n'y a pas d'action, en tout cas d'effet du virus sur la spermatogénèse, puisque de toute façon, il n'y a pas sujet. En revanche, de manière indirecte, oui. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel virus ou infection qui sera responsable d'une fièvre où vous allez monter à 40 degrés pendant plusieurs jours. Ah oui, clairement ça. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut tout le temps poser. Est-ce que dans les 3 mois précédents, le dernier spermogramme où on a retrouvé une altération des paramètres spermatiques, est-ce que vous n'avez pas eu un épisode infectieux avec une forte fièvre? Ça oui, clairement. Une bonne fièvre, ça peut altérer les paramètres spermatiques et ça, ce sera visible pendant 3 mois. Donc, vous faites un contrôle 3 mois après. Donc oui, à la question Covid, oui, peut, comme n'importe quel autre virus. Moi, ma question est un peu plus pratique parce que je me pose la question, l'ICSI a quand même modifié les choses. Cette exploration étiologique est un peu plus détaillée. On peut se dire que ça concerne les patients qui ont été en azospermie parce que avec l'ICSI quand même, si on a des spermatozoïdes, ben voilà, on peut y aller et puis, excusez-moi de dire, ça n'est pas trop se casser la tête, quoi. Je sais pas, voilà. Alors, c'est un peu ça, quoi, parce qu'avec l'ICSI, on peut, si on en a quelques-uns, ben, on peut y aller, hein. Qu'il y ait fragmentation ou pas, si on en a quelques-uns, bon, je sais pas, moi je pose la question. tout à fait. Donc, je peux comprendre cette remarque-là. Effectivement, l'ICSI a changé beaucoup de choses et c'est vrai que maintenant, on a un spermatozoïde, on a quelques spermatozoïdes, c'est bon, on y va. Mais quel spermatozoïde avez-vous? C'est-à-dire que l'idée de se lancer dans une AMP, c'est de mettre toutes les chances de votre côté, et surtout du côté du couple, pour que ça marche. Il faut en gros optimiser cette tentative. Donc pour l'optimiser, vous allez tout faire pour avoir de bons ovocytes, et surtout des spermatozoïdes de la meilleure qualité qui soit, en tout cas les moins altérés possibles. Donc effectivement, il est altéré, il a etc. Mais à l'issue de ce bilan, si vous trouvez des facteurs sur lesquels vous pouvez jouer, c'est-à-dire typiquement la piste toxique ou l'obésité, ou etc., où on sait que ça va altérer la qualité intrinsèque du spermatozoïde, même si vous faites une ICSI, il est toujours préférable de faire une ICSI avec un spermatozoïde qui est moins bousculé qu'un spermatozoïde qui reste complètement altéré. Parce que derrière, c'est toute votre tentative et la qualité de la tentative qui sera conditionnée. Donc, clairement, même si effectivement, pour un coup, on va dire, bah, il n'y a pas d'autre choix, il faut aller à l'AMP et pour vous, ça va être de l'ICSI, ok, mais si possible, il faut que le jour de l'ICSI, on travaille avec des spermatozoïdes qui soient les moins altérés possibles parce que ça va conditionner toute la suite derrière. Si on ne fait rien, on prend l'exemple par exemple de la fragmentation, on fait une ICSI avec un spermatozoïde fragmenté, et ben, c'est ce que je disais, vous aurez des embryons qui soit n'évoluent pas, soit ils évoluent mais ils ne s'implantent pas, soit ils s'implantent et il y a la fausse couche derrière. Donc, et c'est pareil pour tous les autres paramètres sur lesquels vous pouvez accéder par soit une thérapeutique, soit une rééducation en termes de mode de vie. Donc vous avez tout intérêt à explorer, à demander à monsieur de maigrir, parce que déjà c'est pour son bien de manière générale, pour sa santé, parce que bon là aujourd'hui on parle de fertilité, mais typiquement l'obésité ou le tabac,
c'est tout le corps, hein. Voilà. Le mettre un petit peu au sport parce que personnellement, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, optimiser la tentative en travaillant avec des gamètes de la meilleure qualité possible. Autre question? Oui. Je suis pas sûr de moi. L'index de fragmentation, il est demandé de façon standardisée. Ah non. Non. C'est une demande express. C'est vous qui devez la demander. Ah, d'accord. C'est pas un examen systématique qui est fait en routine. Allez, on fait spermogramme, TMS, fragmentation. Pas du tout. Parce que c'est un examen qui est particulier. Si on le fait dans les règles, il faut un cytomètre en flux. Cytomètre en flux, il faut bien sûr préparer les cellules, faire les marquages, passer au cytomètre, ça prend du temps. Je veux dire, c'est pas un examen en routine qu'on fait comme ça. Donc en cas de signe d'appel, donc. Le Signe gars, il est d'appel, faire, voilà. Et si vous estimez qu'il faut faire vous devez le demander, faire une ordonnance, une prescription, recherche d'une fragmentation d'ADN spermatique. D'accord. Sinon, le labo se limitera à un spermogramme TMS, ou spermogramme si vous n'avez pas demandé TMS. Donc après 3 mois justement, si le gars en tout cas décide Tout à fait. d'arrêter de fumer, donc à chaque fois on fait des contrôles Exactement. de ce DFI. Tout à fait. Merci. Il y a une question derrière, vous pouvez passer le micro. Pathologie auto-immune. Par rapport aux pathologies auto-immunes, c'est-à-dire à partir de quel moment on commence à suspecter plutôt qu'il y a une étiologie auto-immune et qu'il faut vraiment cibler la piste? La piste auto-immune, en tout cas l'auto-immunisation, présence d'anticorps antispermatozoïdes, vous le voyez au spermogramme. Donc quand il vient faire un spermogramme, vous allez voir ce qu'on appelle, et Astrid va vous en parler plus en détail quand elle va aborder le spermogramme et les autres examens diagnostiques, vous allez retrouver des agglutinats. Les agglutinats, c'est quoi? Ce sont des paquets de spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'ils sont tous collés les uns aux autres, donc ça fait des gros paquets, et les flagelles battent dans tous les sens, vous voyez, ils essayent ce sont des spermatozoïdes mobiles, mais ils se sont tous collés les uns aux autres. Et pourquoi ils sont collés? Parce que la colle, ce sont les auto-anticorps. D'accord? À la différence des agrégats, ça c'est quelque chose de très fréquent, ce sont des paquets de spermatozoïdes, mais ils sont morts généralement, ils ne bougent plus, ils sont là, ce ne sont pas des agglutinats. Donc à partir du moment où vous voyez ça au spermogramme, vous allez confirmer la présence de ces anticorps sur du sperme sélectionné, sur des spermatozoïdes sélectionnés, donc c'est un peu le même principe, avec des immunobies, vous allez retrouver soit des agglutinats, soit des spermatozoïdes qui vont avoir une mobilité altérée. Vous voyez qu'ils ont du mal à avancer. Il y a quelque chose qui les freine au niveau de la tête. Il y a la tête qui est collée. On a l'impression qu'elle est collée au fond de la boîte. Ils ont du mal à passer ou à avancer. Ou alors ce sont des spermatozoïdes qui se localisent sur le flagelle. Donc le flagelle a du mal à battre. Donc on voit qu'il lutte, mais il n'avance pas terrible parce que le flagelle, il y a quelque chose qui... Donc dans tous les cas, ICSI. Voilà, ça ne se pose pas de questions. Il y a une question sur le chat. À quel âge descendent les testicules ectopiques? Tout seul? Médicalement ou chirurgicalement? Ah bah ça, ils peuvent les descendre. Idéalement, il faut les descendre avant la puberté. Tout doit se faire avant la puberté. Voilà. Mais en règle générale, voilà, c'est à la petite enfance, hein, dans les 3-4 premières années. Alors, 6 mois, c'est peut-être un peu tôt parce que parfois, vous avez, il y a des testicules qui sont encore hauts, mais ils sont un peu en retard. Donc, ils vont descendre. Ils vont descendre. Bon, il faut les laisser tranquilles. Mais c'est sûr que si au bout de 1 an, 2 ans, il n'y a toujours rien, bon, là, il faut aller voir et puis éventuellement descendre, c'est rapide. Mais grosso modo, avant la puberté. On a eu pas mal de cas comme ça où des patients qui avaient une cryptorchidie bilatérale qui ont été descendus, qui a été traité, donc descente des testicules avant la puberté, un spermogramme nickel, hein, paramètre spermatique nickel, mais c'est juste que ça a été fait à temps. Et alors justement, il y a une question sur la proportion, le taux d'infertilité chez les hommes qui ont eu un antécédent de cryptorchidie. Alors, si tu as la réponse. Je n'ai pas de données chiffrées, mais là encore une fois, est-ce que c'est une cryptorchidie bilatérale ou unilatérale? Et à quel moment elle a été traitée. Donc c'est clair que, typiquement ce que je viens de dire, quand ça a été traité à temps avant la puberté, en règle générale, si on considère uniquement la cryptorchidie, les paramètres spermatiques dans la majorité des cas sont normaux.
S'il y a une altération des paramètres spermatiques, elle n'est pas forcément liée à l'antécédent de cryptorchidie qui a été traité à temps. Peut-être qu'il a le droit d'avoir aussi autre chose. Maintenant, pour les cryptorchidies qui ont été traitées plus tardivement, surtout si elles sont bilatérales, là j'ai envie de dire aussi que de manière quasi systématique, on va avoir une altération des paramètres spermatiques. Quantitative et ou qualitative. Voilà. Mais après, j'ai pas de chiffres précis en fonction de la crypto, si elle était uni ou bi et à quel moment elle a été traitée. C'est bon? On finit avec les idiopathiques. C'est celle qu'on aime le moins, bien sûr, parce qu'on cherche, on trouve rien. Mais pourtant, il y a quelque chose. En tout cas, le tableau est là. Et on peut avoir vraiment des tableaux vraiment d'hypospermatogénèse, enfin, avec une histologie évocatrice, mais on n'a rien. Mais on n'a rien aujourd'hui. On refera le point dans 10 ans. On verra. D'ici là, peut-être que les choses auront avancé. Et parfois, on a de réels blocages de la spermatogénèse sans aucune explication. Enfin, les troubles de l'éjaculation. Donc, vous avez vu hein, les causes psychogènes. Ouais. Là, on peut avoir des troubles d'éjaculation, voire anéjaculation. Ou, petite parenthèse, éjaculation trop rapide. J'en ai eu, moi, en consultation, peut-être que vous en avez eu. Les éjaculateurs précoces. Voilà. Les éjaculateurs précoces. Alors, bon, pardonnez-moi pour les détails techniques, mais celui qui part au bout de 2 ou 3 va-et-vient, mais en intravaginal, ça va. Moi, j'ai eu un patient qui partait avant même d'aller chez madame. Ça y est, il y va. Et au moment où il y va, il est parti. Là, c'est compliqué. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un contexte psy et qu'il faut, voilà, il y a un accompagnement à faire. Mais voilà, on se focalise souvent aux troubles de l'éjaculation dans le sens où il n'y en a pas, mais il y a aussi l'autre tableau où ça part trop vite, beaucoup trop vite. Donc il y a des causes organiques, et notamment toutes les séquelles et toutes les conséquences liées aux atteintes neurologiques, liées à un traumatisme. Là, pareil, hein, les paraplégiques, par exemple, clairement. Psychogène, bon, ok. Et puis, l'éjaculation rétrograde. J'ai un orgasme, mais il n'y a rien qui sort. Ah, faut aller voir si ça ne va pas ailleurs. Et dans mes antécédents, j'ai un diabète. Bon, je vous fais le tableau classique, hein, mais parfois on n'a pas de diabète. Il y a un antécédent d'intervention sur la prostate, je ne sais quoi. Bref, en tout cas, à l'interrogatoire, clairement, il dit, j'ai pas vraiment de troubles d'érection, j'ai des orgasmes, mais soit je n'ai aucune éjaculation, soit il y a juste une petite goutte de rien du tout qui sort. Là, clairement, vous devez rechercher une éjaculation rétrograde, donc dans les urines. Donc ça, après, il y a tout un processus à respecter, une procédure. Et souvent, on peut en trouver dans les urines. Donc à ce moment-là, il faut laver ces spermatozoïdes et les congeler. Et on peut ensuite proposer une AMP derrière avec ces spermatozoïdes. Les troubles de l'érection, ce n'est pas un trouble d'éjaculation, c'est un trouble de l'érection. Donc avant l'éjaculation, il y a l'érection et le problème, il est là. Donc bien sûr, on a quelques options, quelques solutions à leur proposer, mais il y en a certains, même avec ça, c'est... Voilà. Ça, peut-être que... Astrid, tu voudras le... C'est toi qui le fais, ça, je crois, la prépa. Hein. Voilà. Donc, oui, mais... Alors, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qui a été vu avant qu'on ne continue? C'est bon pour vous? Donc, du coup, je vais arrêter là, ça. Comme ça, toi, tu fais ton cours sur le diagnostic. Je sais pas, la pause, à quel moment on l'a fait? Pause. On va jusqu'à midi. Oui, je pense qu'on peut faire une pause maintenant. On peut faire une petite pause? On fait Allez. une petite pause de 5 minutes, on reprend à 30. Genre un mini croissant, et puis voilà. Après... la